Chers collègues, cher Clément Sanchez, le Collège de France vous accueille dans la chaire de chimie des matériaux hybrides, l'année même où la chimie est à l'honneur puisque l'ONU a proclamé que 2011 serait l'année internationale de la chimie. Pourtant, dans le grand public, la chimie n'a souvent pas bonne presse quand elle n'est pas ignorée. C'est oublier qu'elle joue un rôle central dans les sciences de la nature, qu'elle contribue de façon déterminante aux besoins de l'humanité en nourriture et médicaments, en énergie et en matières premières. Elle fournit des matériaux à la physique et à l'industrie, des modèles et des substrats à la biologie et à la pharmacologie, et des procédés aux sciences et aux techniques. Mais à vrai dire, c'est depuis plusieurs centaines de millions d'années que la nature a été la première à inventer des matériaux hybrides chez le vivant. La biominéralisation associe à l'échelle moléculaire des composants organiques ou biologiques à des composants minéraux. C'est en quelque sorte, si vous me le permettez, le mariage de la feuille et du caillou. La chimie des matériaux hybrides que vous pratiquez se trouve au carrefour de la physique, de la biologie et de la science des matériaux. Elle s'inspire de cette chimie naturelle. Elle permet de concevoir des matériaux nouveaux et plus performants que les matériaux conventionnels. Il conjugue en effet la souplesse des polymères organiques, celle des plastiques par exemple, et la résistance des verres et des céramiques. Les matériaux hybrides ont pénétré les domaines du textile, de l'emballage, de la construction et de l'isolation thermique et phonique. Ils se développent en micro-optique, microélectronique et photonique. Ils remplacent progressivement les polymères qui ont envahi notre vie au cours du XXe siècle. Après votre formation à l'École normale supérieure de chimie de Paris, puis votre thèse passée sous la direction de Jacques Clivage, vous avez été nommé professeur chargé de cours à l'École polytechnique, puis directeur de l'UMR-CNRS, chimie de la matière condensée à l'Université Pierre et Marie Curie. Vos objectifs de recherche se déclinent sur 3 axes principaux. D'abord, concevoir et élaborer des matériaux inorganiques et hybrides organiques-inorganiques originaux susceptibles d'application dans de nombreux domaines. Puis, étudier et comprendre les mécanismes de formation des matériaux inorganiques et hybrides, de la molécule au produit final, et enfin, fabriquer sur mesure de nouveaux matériaux hybrides nanostructurés. Vous êtes un architecte chimiste, capable de trouver de nouvelles solutions dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et de la médecine. Piles à combustible, capteurs et biocapteurs, catalyseurs et en médecine, outils d'imagerie médicale et vecteurs thérapeutiques. Vous imaginez et réalisez l'assemblage de Lego chimiques pour aboutir à des matériaux hybrides, intelligents et adaptatifs, répondant à des besoins prédéfinis. Votre activité de recherche est traduite par de nombreuses publications, la reconnaissance par vos pairs avec notamment l'obtention du prix Humboldt, parmi bien d'autres, par la prise de plus de 40 brevets et par des développements industriels de certaines de vos découvertes. Jean-Marie Laine, votre présentateur à cette chaire, soulignait votre goût pour l'interdisciplinarité, votre souci d'aller jusqu'au bout de vos démarches, de dépasser la recherche fondamentale pour aller jusqu'à l'application. Et plus que tout, ce compliment venant de lui, l'aventure et la créativité qui vous font aborder les thèmes originaux et explorer de nouveaux espaces. Le Collège de France, en vous accueillant avec votre laboratoire, vous donnera, je l'espère, cet espace de créativité et d'inventivité qui caractérise notre institution. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues et confrères, chers amis, mesdames, messieurs, je remercie monsieur le professeur Pierre Corvol pour cette chaleureuse et élogieuse introduction et je suis très honoré de prononcer cette leçon inaugurale dans ce lieu prestigieux dont la devise est d'enseigner toutes choses au meilleur niveau et pour un public de plus en plus diversifié. Je souhaite exprimer ma très sincère gratitude à celles et ceux d'entre vous qui m'ont directement accompagné dans ce projet de création d'une chaire de chimie des matériaux hybrides et en particulier Jean-Marie Laine, Marc Fontcave et Jacques Clivage.
Mes remerciements vont également aux collègues audacieux qui, tout comme nous, se sont engagés avec ardeur dès le début des années 80 dans cette voie de recherche qui était à l'époque considérée comme marginale par les communautés établies. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de voir que cette composante de la chimie est non seulement devenue l'une des clés de voûte de l'innovation en sciences des matériaux, mais aussi qu'elle ait permis de créer tout un domaine scientifique particulièrement riche dans lequel l'imagination des chimistes peut s'exprimer à son meilleur niveau. Dans les mondes antiques, l'hybride apparaît en tant qu'être mythologique, souvent mi-homme, mi-animal, ou comme un être composite dans lequel des composantes a priori antagonistes se trouvent mariées, métissées. Afin d'illustrer quelques chimères issues d'un bestiaire des plus imaginatifs, j'ai choisi tout d'abord cet animal alliant des composantes du cheval, de la licorne et du poisson. Cette créature composite, provenant d'une des peintures du plafond de l'église Saint-Martin-Zilis en Suisse, sert d'emblème à l'équipe que j'anime depuis plus d'une vingtaine d'années au sein du laboratoire de chimie de la matière condensée. Équipe admirable grâce à laquelle je suis ici aujourd'hui parmi vous. Mon second exemple est celui du Minotaure, être mythologique, mi-homme, mi-taureau, tête de taureau et corps d'homme, combattant aisé dans le labyrinthe construit par Dédale. Imaginez un Minotaure avec une tête d'homme et le corps d'un taureau et qui, de ce fait, posséderait à la fois l'intelligence de l'homme et la force du taureau. La légende de Thésée aurait peut-être connu une fin moins glorieuse. C'est un couplage efficace entre les composantes d'origine, couplage mal optimisé dans l'exemple du Minotaure, qui sera recherché dans les réalisations et constructions hybrides associées au domaine de la biologie et de la science des matériaux pour conduire à la création d'hybrides performants. Aujourd'hui, les termes hybride, hybridation sont devenus des termes courants, utilisés aussi bien dans les secteurs des sciences chimiques, physiques et biologiques que dans ceux des nouvelles technologies, de l'économie, du multimédia, du droit, de l'art ou du management. Dans certains cas, ils deviennent synonymes de composite, mélange intime, mixité, métissage, intégration. Dans le cadre de cette leçon, je centrerai mon propos sur la chimie des matériaux hybrides et en particulier sur ses interfaces avec la biologie et la physique. En biologie moléculaire, l'hybridation de l'ADN est une méthode fondée sur les propriétés d'appariement des bases complémentaires d'acides nucléiques, méthode qui permet entre autres de déterminer le lien de parenté entre deux espèces. D'une manière plus générale, le terme hybridation évoque un croisement fécond, naturel ou artificiel, entre deux espèces, animales ou végétales, conduisant à la naissance de spécimens réunissant à un degré plus ou moins marqué des caractères spécifiques des deux parents. N'est-il pas majestueux et puissant ce ligre issu du croisement fécond entre un lion et une tigresse ? L'homme a depuis longtemps su exploiter les effets de la vigueur hybride chez les animaux et surtout chez les végétaux. Il est bien connu que certaines variétés de riz hybrides, beaucoup mieux adaptées aux conditions climatiques et nettement plus productives, permettent de mieux alimenter une grande partie de la population mondiale. En chimie, l'utilisation la plus commune du terme hybridation est associée au modèle des orbitales hybrides dénommées pour les plus simples sp3, sp2, sp. Ces orbitales hybrides sont générées par la combinaison, donc le mélange, dans différentes proportions des orbitales atomiques 2s et 2p de la couche de valence du carbone. Les indices 3, 2, 1 correspondent au nombre d'orbitales 2p participant au mélange avec l'orbital 2s. C'est sur cette base que Linus Pauling, prix Nobel 1954, proposa le modèle de l'hybridation pour décrire les liaisons chimiques entre atomes. Ce modèle associé à une méthode qualitative tenant compte des répulsions des paires électroniques de la couche de valence permet de prédire la géométrie d'édifices moléculaires simples. Pour tout chimiste ou tout étudiant en sciences, cette dénomination sp3, sp2, sp se traduit immédiatement par l'image d'un tétraèdre, d'une molécule plane ou linéaire, image dont les plus simples correspondent respectivement à la molécule de méthane, d'éthylène ou d'acétylène. L'hybridation est donc utilisée pour décrire la liaison chimique. Cette dernière n'est-elle pas le cœur de la chimie ? C'est cette idée de mélange intime permettant de générer un concept, un objet nouveau, une espèce nouvelle qui sous-tend la notion d'hybridation. Mais revenons à la notion d'hybride dans le cadre des matériaux et de leur chimie. Si l'on observe les matériaux du monde minéral et ceux du monde organique, tous sont d'une extraordinaire beauté. Les minéraux à base d'oxyde, de phosphate, de carbonate ou de sulfate métallique ont des couleurs multiples et chatoyantes. Les métaux présentent un éclat métallique caractéristique. La diversité des matériaux organiques est exceptionnelle. Les feuilles ou les fleurs présentent des couleurs et textures infiniment variables. Les arbres fournissent le bois constitué de cellulose et de lignine. Le bois aux nombreuses propriétés d'usage. Le latex produit par certains conduit à la formation du caoutchouc naturel par polymérisation de l'isoprène. Ce ne sont certainement pas des critères esthétiques qui séparent le monde des matériaux minéraux de celui des matériaux organiques, mais certaines de leurs caractéristiques, ou plutôt certaines de leurs propriétés physiques. Les minéraux sont en général denses, présentent des indices de réfraction élevés, sont connus pour leur bonne stabilité thermique et temporelle, leurs propriétés mécaniques spécifiques
Ils sont souvent durs mais cassants, usinables à chaud. Ils peuvent présenter de très forts moments magnétiques. Les composés organiques ont des densités faibles, sont plus facilement déformables, ils peuvent être élastiques ou plastiques, présentent de fortes réponses optiques, ils sont thermiquement fragiles, mais surtout certains d'entre eux peuvent s'auto-réparer, voire se répliquer. Ces différences de propriétés physiques entre les composés organiques et minéraux, associées au fait que pendant des siècles, la plupart des molécules organiques de synthèse n'ont pu être obtenues qu'à partir d'éléments biologiques, ont entraîné les hommes du XVIIIe siècle à élaborer des théories ou plutôt des croyances telles que celle du vitalisme. L'hypothèse de l'existence d'une force vitale au sein des organismes vivants permettra d'expliquer pendant plus d'un siècle la formation de la matière organique à partir de la transformation de composés chimiques provenant d'organismes biologiques, animaux ou végétaux. La théorie vitaliste fut invalidée en 1828 par les travaux du chimiste allemand du nom de Frédéric Wöhler, qui obtint de l'urée, composé organique, à partir d'un composé totalement minéral, l'isocyanate d'ammonium. Cette expérience a été d'une importance capitale, car elle a non seulement mis fin à la croyance vitaliste, mais elle a aussi créé clairement un premier pont entre le monde minéral et le monde organique. On aurait pu penser qu'une telle découverte allait bouleverser la tendance séparatiste du monde chimique et qu'elle allait permettre d'unifier la chimie aussi bien au niveau de l'enseignement que de la recherche. Malgré cela, plusieurs générations ont encore connu ou subi des filières d'enseignement ne permettant pas de dépasser les dichotomies habituelles entre chimie organique et chimie minérale, chimie moléculaire et chimie du solide. Il fallait être un scientifique averti et particulièrement sensibilisé aux problèmes de pesanteur, tels qu'Isaac Newton, père de la théorie de la gravitation, pour résumer en une simple phrase la cause de cette lente évolution. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Pendant longtemps, le pont entre l'organique et le minéral resta en chantier. Pourtant, dans le monde vivant, la nature est souvent amenée à hybrider l'organique et le minéral. Parmi les exemples les plus évidents, je citerai les métalloenzymes, si importantes dans de nombreux processus biologiques, dont par exemple la photosynthèse qui permet la formation du glucose à partir du gaz carbonique et de l'eau. De même, si l'on observe les matériaux du monde vivant, les coquillages, les carapaces des crustacés, les os, on s'aperçoit que la nature ne nous a pas attendus pour créer des biomatériaux hybrides, des nanocomposites organominéraux très performants. La biominéralisation d'assemblées de biopolymères tels que des protéines comme le collagène ou des polysaccharides comme la chitine, par respectivement du phosphate de calcium ou du carbonate de calcium, permettent d'élaborer des nanocomposites hybrides formant l'os compact humain ou la cuticule des crustacés. Ces mélanges intimes réalisés à l'échelle nanométrique génèrent des interfaces organominérales très étendues dont le subtil ajustement et séquençage entraînent des variations de forme et de fonctionnalité à toutes les échelles pour donner naissance à des matériaux hybrides multi-échelles ou à structure hiérarchique. Ce processus de biominéralisation observé dans les matériaux de la nature met en jeu des assemblages chimiques réalisés selon un mode de construction ascendant à partir d'entités moléculaires ou macromoléculaires dans des conditions douces de température. C'est donc une chimie minérale douce réalisée à température ambiante qui permettra d'associer et de combiner des composantes organiques ou biologiques généralement fragiles thermiquement avec le monde des composés minéraux. On ne peut parler de chimie douce sans citer le point de vue prémonitoire et éclairé de Jacques Livage, publiant dans le journal Le Monde du mercredi 26 octobre 1977 un article intitulé « Vers une chimie écologique ». Jacques écrivait « Sera-t-il possible d'inventer une chimie douce qui s'intègre de façon harmonieuse dans les processus naturels ?» La chimie des hybrides prend sa source dans cette chimie douce, écologique et respectueuse de l'environnement. Elle est basée sur des réactions de polymérisation minérale réalisées à des températures peu élevées à partir de précurseurs moléculaires tels que des sels métalliques ou des alkoxydes métalliques dans des milieux aqueux ou hydroalcooliques. Cette chimie des matériaux hybrides exploite toute la souplesse et la versatilité offertes par la chimie moléculaire et supramoléculaire. L'exemple le plus simple concerne l'élaboration de verre ou de céramique hybride à partir de précurseurs tels que des acides organosiliciques obtenus par hydrolyse d'alkoxysilane. Les fonctions minérales de couleur bleue vont réagir et polycondenser en éliminant des petites molécules d'eau ou d'alcool pour donner naissance à la composante minérale formée d'enchaînements de tétraèdres via des liaisons silicium-oxygène-silicium. Les fonctions organiques de couleur orange contribueront selon leur nature à apporter une fonction supplémentaire, couleur, réponse non linéaire, hydrophobie, flexibilité, auto-assemblage. Ces réactions chimiques conduisent à la formation de réseaux de silice hybrides de plus en plus condensés pour former des sols, dispersion colloïdale d'objets nanométriques ou des gels
dans lesquels le réseau hybride a formé un filet continu et dont les mailles sont remplies de solvants facilement éliminables par évaporation. On peut ainsi obtenir, selon les conditions d'élaboration et du choix des précurseurs, des poudres, des films, des fibres ou des verres hybrides transparents. Ce choix est très large car il conjugue la richesse des fonctionnalités organiques qui sont nombreuses et la large gamme de métaux polycondensables. Si l'on se restreint à la chimie des matériaux utilisant des précurseurs à base de l'élément silicium, voici sur cette diapositive quelques exemples de fonctionnalités très variées. Les fonctions organiques notées R' de couleur orange peuvent par exemple être des fonctions hydrophobes ou hydrophiles, des colorants, des transporteurs de trous ou d'électrons, des complexants de cations. Par contre, si ces fonctions organiques sont constituées de groupements pontants multicondensables ou de monomères qui vont être eux-mêmes polymérisables, ces composantes organiques, selon leurs affinités, pourront former un second réseau organique qui sera soit nano-ségrégé, soit interpénétré avec le réseau minéral. Commençons maintenant ensemble un grand jeu de construction en précisant la structure de quelques précurseurs permettant d'élaborer sur mesure des matériaux hybrides plus spécifiques. Nos collègues montpelliérains ont par exemple conçu un motif organique permettant d'induire des propriétés d'assemblage intéressantes. Les parties organiques en orange combinent la présence de fonctions urée et un fragment porteur d'atomes de carbone dont tous les premiers voisins sont différents, pour former donc des centres asymétriques inducteurs de chiralité. Ces carbones sont étoilés sur la diapositive. On dit qu'un objet est chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir. Vos mains sont chirales. Enfant, vous avez tous probablement rencontré au moins une fois des difficultés à enfiler votre main gauche dans un gant droit, car le gant droit est sélectif de la main droite. La chiralité est très importante dans notre vie, mais aussi dans le monde biologique, car elle permet par exemple une meilleure sélectivité dans de nombreux processus de reconnaissance, tels que ceux mis en jeu dans certains couples enzymes-substrats ou dans la construction d'architectures complexes. C'est aussi la chiralité moléculaire qui induit sélectivement les structures en hélice droite ou gauche de certains biopolymères tels que l'ADN ou les protéines. Dans la molécule représentée sur ce transparent, le fragment organique est chiral, et pendant la polymérisation des fonctions silicates en bleu, l'auto-assemblage est induit et assisté par la présence des deux fonctions urées qui encadrent le fragment chiral. Les fonctions urées sont bien connues pour leurs propriétés d'auto-assemblage induites par la formation d'un réseau cohérent de liaisons hydrogène. Cette stratégie permet de transcrire la chiralité de l'échelle moléculaire à l'échelle macroscopique, comme en témoignent les morphologies en hélice gauche ou droite observées sur les matériaux obtenus à partir des deux précurseurs de chiralité différentes. Les propriétés des matériaux hybrides résultants pourront, si l'on ajuste la structure chimique de la partie chirale du précurseur, engendrer une certaine sélectivité, par exemple dans des réactions de catalyse ou dans la séparation d'espèces chimiques. Ce jeu est infini et n'est limité que par notre imagination. Mais peut-on par exemple modifier des fonctionnalités pour réduire une propriété mettant en jeu une dynamique ou un transport spécifique? Ce second exemple concerne l'élaboration de membranes sélectives à transport facilité qui permettent de séparer des cations de tailles différentes dans le sodium et le potassium dans un mélange de sel, chlorure de sodium, chlorure de potassium. Voici le précurseur. Vous reconnaissez les fonctions urées qui permettent d'induire l'auto-assemblage et les fonctions minéralisables en bleu permettant de construire la charpente minérale. Le motif organique de couleur orange comporte en plus une fonction cage appelée cryptant qui peut être construite sur mesure pour optimiser en fonction de sa taille son affinité pour le cation potassium ou sodium. En fonction du choix du cryptant, la membrane résultante va être plus sélective au passage du cation ciblé. Ce sera le transport du sodium plus petit avec un cryptant de petite taille qui sera facilité par rapport au transport du potassium plus gros. Le contre-ion, l'anion chlorure, lui diffusera au travers des réseaux de liaison hydrogène formés par l'urée et le polymère minéral constitué de silice hydroxylé. La mesure de la perméabilité d'une solution saline contenant un mélange des deux sels, chlorure de sodium et de potassium, met nettement en évidence une sélectivité du transport du sodium par rapport au potassium. Vous percevez bien que ces stratégies, qui n'en sont qu'à leur début, peuvent conduire à la formation de matériaux hybrides membranaires avec des sélectivités intéressantes, mais restant au jour d'aujourd'hui encore modestes par rapport à celles rencontrées dans les membranes biologiques. Mais qu'en est-il des autres éléments? Les exemples précédents concernaient les matériaux hybrides construits à partir de l'élément silicium, un seul élément chimique parmi tous ceux du tableau périodique. La grande bibliothèque du chimiste.
Chacune des cases représente un nouvel élément, chacune d'elles permet d'ouvrir une véritable encyclopédie de composés avec des structures et des réactivités multiples. Cette chimie des hybrides est très riche car elle peut être explorée non seulement du côté des composantes organiques, mais aussi et conjointement du côté minéral, via l'utilisation d'un grand nombre d'éléments, principalement ceux localisés dans les domaines coloriés en jaune, rose et vert, par exemple des métaux de transition, des métaux du groupe P, des lanthanines, communément appelées terres rares. Les éléments coloriés en bleu, silicium, titane et chrome, représentent les principaux exemples choisis du côté minéral pour illustrer cette leçon. Bien entendu, pour des raisons de stabilité, en fonction de la nature de chaque élément, l'ancrage de la fonctionnalité organique sur le métal se fera via des modes de liaison chimique différents. Dans le cas de nombreux métaux, le chimiste échangera la liaison covalente silicium-carbone bien pratique par une liaison de type métal complexant, liaison moins forte présentant une certaine labilité ajustable et donc une dynamique à partir de laquelle on pourra tirer profit pour élaborer des édifices complexes. Les chimistes savent que le passage d'un précurseur du silicium à celui du titane, même s'ils ont des structures semblables, ne correspond pas à un simple changement de variable. C'est un nouvel univers plus réactif, plus complexe qui s'ouvre, dans lequel se côtoient des agrégats ou oxoclusters du titane et des oxydes de titane nanométriques dont les structures ont été parfaitement identifiées par l'utilisation conjointe de méthodes physiques de caractérisation telles que les techniques de diffraction des rayons X, les microscopies et les spectroscopies. La connaissance et la réactivité chimique des espèces et des mécanismes réactionnels va permettre aux chimistes, via le contrôle des paramètres chimiques et physiques, tels que la concentration, la nature du solvant, la présence de complexants, température, acidité, force ionique, charge et donc tension de surface, donc va permettre aux chimistes de cibler et de sélectionner la nature des objets choisis et d'en contrôler leur taille, leur structure et leur forme. L'objet sélectionné va devenir une véritable pièce de Lego fonctionnalisable sur mesure et à partir de laquelle nous pourrons construire des édifices plus complexes, des matériaux hybrides nouveaux, nombreux et variés. Ces pièces de Lego chimiques sont de petite taille, des tailles en moyenne allant de 1 à 50 nanomètres. Et la construction de matériaux à partir de ces briques élémentaires permet d'obtenir des matériaux hybrides nanostructurés et très souvent mésostructurés. Ces pièces de Lego chimiques hybrides comportent un cœur minéral et des fonctions de surface organique. Les propriétés du cœur peuvent être optiques, électriques, magnétiques, mécaniques, pourront être associées aux fonctions organiques externes qui contribueront à une meilleure solubilisation, à un meilleur transfert dans des milieux polymères, au ciblage ou à l'assemblage. Très rapidement, je vais illustrer mon propos en prenant pour exemple 3 types de clusters oxo du titane, dans la chimie du titane, puis dans la chimie de l'étain, puis dans la chimie du chrome. Et ceci pour générer des matériaux hybrides qui vont tous présenter des fonctionnalités diverses. Le premier exemple concerne l'utilisation de clusters du titane constitués d'un cœur Ti16O16, dont on peut modifier très facilement et sélectivement les fonctions de surface par de simples réactions d'échange avec des alcools. Prenons par exemple des dendrimères, polymères de structure parfaitement bien définie et de masse moléculaire bien connue. Donc, ces dendrimères vont avoir des extrémités dont les dendrons se terminent par des fonctions alcool, et donc par un simple mélange du cluster et du dendrimère dans un solvant commun, le couplage aura lieu. Par évaporation du solvant, on obtient un verre nanostructuré composé de dendrimères réticulés par les clusters. De même, on peut substituer ce cluster du titane par une molécule porteuse d'une fonction polymérisable. L'hydroxyéthylmétacrylate, pour les spécialistes, et copolymériser l'ensemble pour former des matériaux hybrides, et en particulier ceux-ci, grâce à ceci, on pourra facilement les mettre sous la forme de pièces monolithiques. Selon le choix, la fonctionnalité organique va permettre de faciliter la mise en forme, donc, de créer un effet barrière au gaz ou au liquide, ou au contraire augmenter la perméabilité. La fonctionnalité minérale, quant à elle, va permettre d'augmenter la tenue mécanique du matériau et va apporter, selon la nature du centre métallique, une propriété photochimique, électrochimique ou magnétique. Dans cet exemple précis, l'irradiation par un faisceau laser du matériau hybride va modifier l'état d'oxydation, la valence de certains atomes de titane. Donc la création d'un composé à valence mixte va initier un processus de transfert de charge qui va entraîner une forte absorption. Cette absorption large et intense a lieu dans la partie rouge du spectre visible et de ce fait, votre œil voit la couleur complémentaire, c'est-à-dire un gris-bleu. C'est sur ce principe simple que l'on peut imprimer optiquement des données, stocker de l'information. A contrario,
La réponse optique peut être générée par une fonction organique présente dans le matériau hybride. Cette fonction peut être une molécule photochrome piégée ou greffée dans l'hybride et qui change de couleur et de forme sous excitation lumineuse. Par exemple, ces molécules aromatiques, soumises en fait à une radiation, passent ainsi de l'incolore forme fermée peu polaire au bleu forme ouverte très polaire. L'intensité et la dynamique du phénomène coloration-décoloration dépendent de la solubilité de la molécule photosensible dans le matériau et des contraintes mécaniques et chimiques exercées par la matrice sur la molécule. En fonction des propriétés d'usage ciblé, stockage d'une information, commutateur ou filtre optique, cet ensemble molécule-matrice doit être construit sur mesure par le chimiste. Dans le cas de revêtement pour des verres ophtalmiques photochromes, les temps de décoloration et de coloration doivent être très courts. Une preuve de concept peut être apportée simplement en élaborant des films hybrides chargés de molécules photochromes et formés par la réticulation de polymères tels que ces polyéthylglycols difonctionnels par donc des clusters oxo de l'étain. Les pôles du cluster sont très réactifs et permettent facilement d'échanger les anions et de ce fait d'y ancrer les extrémités acides du polymère. Le polymère permet de solubiliser des grandes quantités de colorants et de diminuer les contraintes mécaniques. Et donc on obtient un système de polymères réticulés par des clusters. Mais plus intéressant, le couplage avec la nanobrique à base d'étain permet non seulement la tenue mécanique du matériau et la formation de films hybrides, mais ce couplage permet aussi de masquer les zones polaires du matériau qui stabilisent les formes ouvertes colorées de la spiroxazine. Dans le cadre de l'élaboration de verres photochromes, cette stabilisation des formes colorées est néfaste, car elle ralentit fortement le processus de décoloration-décoloration lorsque l'irradiation lumineuse a cessé. Vos lunettes resteraient colorées lorsque vous passez d'une zone très éclairée à une zone sombre, ce qui peut poser des problèmes de confort, mais surtout de sécurité. Dans un milieu polaire et contraint, les temps de décoloration peuvent être très longs, de l'ordre de plusieurs minutes, plusieurs heures, voire plusieurs jours. En construisant des matériaux hybrides sur mesure, les temps de commutation peuvent être fortement diminués pour atteindre typiquement la demi-seconde. Ces concepts et stratégies sont actuellement développés avec des composants hybrides moins coûteux par plusieurs industriels pour développer des résines, des verres et des revêtements photochromes. Le troisième exemple est d'actualité. Il s'agit de l'élaboration de solides hybrides microporeux cristallisés, des solides présentant 1001 facettes élaborées sous forme de poudre de nanoparticules de films minces. La construction de ces solides peut également être faite selon une approche légo-chimique, en partant par exemple de ce petit trimère de chrome connecté par un triple pont oxygène et également en ajoutant des molécules organiques difonctionnelles telles que l'acide téréphthalique. On obtient des supertétraèdres hybrides qui ensuite s'associent en 3 dimensions pour former les fameux 1101. Ces matériaux microporeux hybrides sont composés de 2 surpiquages et possèdent un volume poreux et des surfaces spécifiques très élevées, supérieures à 5000 m² par gramme. Ces matériaux présentent des propriétés très intéressantes qui concernent les domaines de l'absorption des gaz, de la catalyse, du relargage contrôlé de principes actifs. Pour l'ensemble de ces travaux, et en particulier ceux concernant les milles, notre collègue Gérard Ferré a reçu récemment la médaille d'or du CNRS. En réponse aux préoccupations économiques et écologiques qui exigent de plus en plus des matériaux qu'ils soient recyclables, biodégradables, multifonctionnels, très performants, voire intelligents, les matériaux hybrides fabriqués par Mère Nature représentent à la fois un modèle, un potentiel de ressources et une source d'inspiration inépuisable. Le chimiste des matériaux est véritablement à l'école du monde vivant. Aujourd'hui, le chimiste utilise 3 principales stratégies pour concevoir et élaborer des matériaux hybrides originaux. Il peut, dans un premier temps, utiliser le savoir-faire de la nature en encapsulant ou piégeant une biocomposante dans une matrice hybride et en la faisant travailler dans le but d'une étude fondamentale ou appliquée. Il peut aussi mimer le savoir-faire de la nature ou s'en inspirer pour suivre ce que l'on nomme soit des approches biomimétiques, soit des approches bio-inspirées. Des composants biologiques, cellules, bactéries, virus, enzymes peuvent facilement être incorporés dans les réseaux ou matrices obtenus par polymérisation minérale. Les matrices les plus communes sont les gels ou monolithes de silice élaborés par chimie douce. Il est particulièrement intéressant de souligner que le confinement de biocomposantes dans une matrice hybride chimiquement adaptée, grâce à des fonctionnalités sélectionnées, permet d'obtenir des biomatériaux hybrides présentant une meilleure stabilité et longévité, un recyclage plus aisé et dans de nombreux cas, des performances augmentées. Ces biohybrides présentent d'intéressants développements dans les domaines des biocapteurs, biocatalyseurs, tests immunologiques, biologiques et les biotechnologies en général.
Un des exemples des plus communs concerne l'élaboration de capteurs à glucose basés sur l'encapsulation d'une enzyme, la glucosoxydase, dans des gels hybrides, capteurs qui permettent donc de doser le sucre dans le sang. Les approches biomimétiques ou les approches bioinspirées sous-tendent des domaines de recherche particulièrement prometteurs. Afin de mieux vous faire appréhender la différence entre ces deux approches, imaginez le schéma réalisé depuis l'observation du vol des oiseaux à l'aviation. L'approche biomimétique proposée par Léonard de Vinci dans son modèle de machine volante était certes très prometteuse, mais que de chemin parcouru jusqu'aux avions modernes développés au XXe et XXIe siècle. Nos avions modernes très performants sont bien différents des oiseaux, mais en les regardant voler, la bioinspiration reste évidente. Le biomimétisme revient à mimer un matériau naturel, à créer une copie relativement proche du matériau biologique. L'exemple le plus répandu est celui des feuilles de lotus sur lesquelles l'eau ne mouille pas. On dit que ces feuilles qui n'aiment pas l'eau sont super hydrophobes. Après observation au microscope et l'étude de la nature chimique de la feuille de lotus, cet effet hydrophobe exalté résulte d'une texture ou rugosité particulière organisée à l'échelle du micron, rugosité conjuguée avec une surface dont la nature chimique ne présente pas d'affinité pour les molécules d'eau très polaires. Cette double caractéristique peut être facilement mimée et donc transcrite en termes de matériaux. Cet effet lotus peut être obtenu en usinant à l'échelle du micron une structure rugueuse sur du verre. Cette structure est constituée de plots et en la recouvrant par une couche de molécules hybrides dont une des parties, le côté minéral alkoxysilane en bleu, se fixe sur le verre et l'autre, la chaîne organique carbofluorée hydrophobe de couleur orange, se tourne vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'air. Le résultat est frappant. L'eau et la surface hybride ainsi formée minimisent leur contact. Les angles de contact de l'eau sur de tels matériaux sont très élevés, de l'ordre de 160 à 170 degrés. Je vous rappelle qu'un matériau très hydrophobe que vous connaissez bien, le téflon constituant des rubans isolants ou du fond de nos poêles à frire, ne présente des angles de contact avec l'eau que de 107 degrés. De façon plus intéressante encore, si l'on conserve la texture rugueuse et que l'on modifie la nature chimique de la surface en la greffant par un précurseur hybride dont la partie organique aime l'eau, eh bien dans ce cas-là, le mouillage sera parfait. Et donc ces stratégies biomimétiques permettent d'élaborer des revêtements super hydrophobes, tels que ceux des pare-brises anti-pluie, ou des revêtements super hydrophiles caractérisés par des propriétés anti-buée. Afin d'illustrer ce que peut être une démarche bio-inspirée, je souhaite revenir sur l'exemple du matériau constituant la cuticule des crustacés tels que le crabe. Cette carapace est constituée d'un nanocomposite hybride composé de biopolymères, principalement de la chitine et de quelques protéines, et de carbonate de calcium. La chitine, le biopolymère, est produit par les cellules de l'épiderme. Les chaînes de chitine moléculaires s'associent en groupe d'environ 20 pour former de longues unités cristallines d'un diamètre de 2 nanomètres. Ces unités cristallines s'associent à leur tour avec des protéines pour former des microfibrilles, qui à leur tour s'associent en structures tubulaires fortement anisotropes, dont l'assemblage génère des structures analogues à celles des cristaux liquides. Les coupes obliques des tissus organiques déminéralisés, observées par microscopie électronique, mettent en évidence des structures nettement poreuses mais en forme d'arceau, caractéristiques de structures de type contreplaqué, structures issues de l'empilement cristal liquide cholestérique des biopolymères. C'est donc à température ambiante, dans ce moule de chitine, gabarit organique obtenu par auto-assemblage et structuré, sous la forme de cristaux liquides, qu'a lieu le processus de biominéralisation. La croissance donc des cristaux, des nanocristaux de carbonate de calcium, qui conduit à la formation d'un composite hybride constituant la carapace des crustacés. La source de calcium vient de l'eau de mer, alors que le carbonate est obtenu à partir du gaz carbonique. Illustrons ce que pourrait être une démarche bioinspirée. Reprenons quelques mots-clés de ce processus. Température ambiante, auto-assemblage de molécules, formation de cristaux liquides, processus de biominéralisation, obtention d'une phase hybride mésostructurée. À partir de ce composite, dans une seconde étape, une porosité peut être générée par retrait de l'une des deux composantes. C'est ce que nous voyons en microscopie dans les coupes des tissus déminéralisés. Donc les molécules les plus simples, connues pour leurs propriétés d'auto-assemblage, sont les tensioactifs, c'est-à-dire les savons, qui forment dans l'eau des micelles qui emprisonnent les graisses et permettent ainsi leur élimination. Un savon est une molécule amphiphile qui possède une partie qui aime l'eau, la tête polaire, et une partie qui n'aime pas l'eau mais qui aime la graisse, l'huile, la queue organique hydrocarbonée.
Ces molécules amphiphiles, en fonction de leur structure, des surfaces et volumes occupés par la tête polaire et la queue non polaire et de la concentration, s'auto-assemblent en agrégats bicellaires qui exposent des têtes polaires vers l'eau et évitent le contact entre l'eau et la chaîne hydrophobe. Ces agrégats peuvent être sphériques, cylindriques ou organisés sous la forme de structures cristal liquides, bi- ou tridimensionnelles, lamellaires, hexagonales, cubiques, bicontinues. Par exemple, lorsque la concentration augmente, les micelles cylindriques se rapprochent et s'auto-assemblent pour former des phases cristal liquides de structure hexagonale. Ça, c'est un phénomène que vous connaissez très bien et que l'on observe lorsque l'on force l'assemblage d'objets allongés. Une image qui vous est familière est celle de troncs d'arbres localement organisés flottant sur un plan d'eau. Nous possédons donc le premier élément du puzzle, le gabarit organique, structuré en forme de cristaux liquides hexagonaux, par exemple. Donc la seconde étape va donc consister à coupler ces phases cristal liquides, donc formées à partir de savon, avec un processus de minéralisation ou de polycondensation minérale. C'est un mode de construction analogue qui est utilisé dans la synthèse des matériaux mésoporeux nanostructurés, découverts dans les années 90. Détaillons rapidement quelques-unes des étapes de ce mode de synthèse. La mise en contact de précurseurs moléculaires de type alkoxyde conduit via un processus d'auto-assemblage coopératif à la formation de cristaux liquides hybrides. La polymérisation minérale se développe à l'interface située entre les têtes polaires des molécules de savon constituant les micelles et l'eau. Cette minéralisation autour des micelles cylindriques conduit à l'obtention d'une phase hybride intermédiaire de structure bien définie, hexagonale dans l'exemple qui est illustré. Cette phase est composée d'un corps mou, constitué des micelles, et d'une enveloppe continue qui durcit, en bleu, qui durcit donc grâce à la polymérisation minérale. Dans une seconde étape, les micelles de savon peuvent être éliminées par un simple lavage, révélant ainsi une porosité parfaitement calibrée, emprisonnée par la charpente minérale. La taille des pores peut être calibrée entre 2 et 20 nanomètres. Elle correspond au diamètre des micelles, qui lui-même va dépendre de la taille de la molécule de savon, ou plus généralement de la taille de la molécule ou macromolécule amphiphile qui sera sélectionnée. La phase finale obtenue peut être entièrement minérale, de la silice ou un oxyde métallique par exemple. Par contre, il suffit de changer la structure moléculaire du précurseur au départ pour obtenir via ce type de processus un matériau organique, hybride organique-inorganique, mésoporeux. Les structures résultantes étant périodiques avec une alternance de matière et de trous, les matériaux obtenus vont diffracter les rayonnements dont la longueur d'onde est de l'ordre de grandeur de la périodicité. Par conséquent, ces matériaux soumis à un rayonnement X présenteront des diffractogrammes caractéristiques de la structure obtenue, soit hexagonale, cubique, quadratique, hexagonale dans le cas présent. La caractérisation de ces matériaux mésoporeux est souvent complétée par des mesures d'absorption et de gaz et d'observation par microscopie électronique en transmission. Les clichés de microscopie mettent clairement en évidence les structures régulières des mésopores en clair et de matière en gris foncé. Ces stratégies permettent d'accéder à une très grande diversité de structures qui présentent des réseaux poreux et des connectivités très différentes. Ces diverses structures sont les répliques, les empreintes du riche ensemble de structures cristal liquides lyotropes générées via la physicochimie des systèmes moléculaires ou macromoléculaires organisés. L'une des caractéristiques de la nanomatière, de la matière divisée, est associée au fait que lorsque l'on diminue la taille des objets, nanoparticules ou nanopores, on augmente considérablement le rapport surface-volume. Ceci est très facile à appréhender. Si vous découpez un objet en objet plus petit, vous voyez bien que la surface par rapport au volume augmente. Les matériaux hybrides nanoporeux vont donc présenter des surfaces particulièrement élevées. 5 grammes de matériaux développeront des surfaces d'environ 5000 m², soit une surface équivalente à celle d'un terrain de rugby. Cette grande surface va initier une réactivité et des possibilités d'échange de matière exaltées, ce qui rendra ces matériaux particulièrement intéressants pour des applications concernant le domaine de l'environnement et de l'énergie. Membranes, capteurs, catalyseurs, adsorbeurs, cellules photovoltaïques n'en sont que quelques exemples. Je souhaite illustrer ce propos en vous montrant comment on peut concevoir très simplement un capteur mésoporeux hybride. La fonction de reconnaissance sélectionnée est notée FR, et donc elle est greffée au précurseur, et après polycondensation de ce précurseur hybride en présence de micelles, donc de savon, puis après lavage du savon, on obtient une réplique sous forme de film de silice dont la structure mésoporeuse est illustrée par ce cliché de microscopie électronique. Ce matériau, dans des pores donc de 3 nanomètres, contient en fait la fonction de reconnaissance. À l'intérieur de la porosité, les greffons hôtes
sont prêts à accueillir la molécule invitée que l'on souhaite détecter. Dans le cas présent, cette bêta-dicétone aromatique va émettre une information mesurable, une intense luminescence, dès que le complexe fluoroboré se forme par réaction de la fonction de reconnaissance avec BF3, qui est un gaz toxique utilisé dans la microélectronique. Cette méthode simple permet, via le choix d'une fonction de reconnaissance adaptée à un polluant ciblé, d'élaborer des capteurs optiques sélectifs et très sensibles avec des seuils de détection de l'ordre de 10 parties par milliard. Je vous disais précédemment que la grande surface des matériaux mésoporeux leur confère des propriétés exaltées. Les propriétés accessibles peuvent être choisies en fonction de la nature du composé hybride ou minéral formant le squelette du matériau. Par exemple, si l'on choisit l'option de convertir les phases hybrides intermédiaires en oxyde métallique, nous aurons accès à un riche ensemble de compositions et de structures minérales permettant d'élaborer des systèmes pour l'optique, le magnétisme, la catalyse, l'énergie, tels que des supercapacités, des composants pour les piles à combustible, des matériaux thermoélectriques. Un exemple bien documenté est celui de l'oxyde de titane TiO2, qui est un semi-conducteur dont les porteurs de charge, électrons et trous, générés par action de la lumière, permettent soit de produire un photocourant utilisé dans les cellules photovoltaïques hybrides, soit de détruire les molécules organiques adsorbées. Ce dernier phénomène est nommé photocatalyse. Il permet la décontamination des eaux usées et l'auto-nettoyage des vitrages et revêtements par photodégradation des salissures, polluants et bactéries. Les vitrages photocatalytiques sont déjà développés à une grande échelle, comme en témoignent les revêtements auto-nettoyants des vitrages du Grand Théâtre national de Pékin, revêtements déposés par les méthodes de chimie douce. Mais un matériau ne correspond pas simplement à un composé ni à une composition chimique. En effet, la même composition chimique, SiO2, dénommée silice, constituée d'enchaînements de tétraèdres SiO4, est le constituant principal du sable, de ces superbes cristaux de quartz, du verre à vitre, de l'élégante frustule protectrice des diatomées, qui sont des microalgues unicellulaires que l'on trouve abondamment dans le plancton. Un matériau résulte en effet du couplage entre un composé chimique et un procédé d'élaboration. Et les propriétés d'usage d'un matériau et leur robustesse dépendront fortement de la qualité du couplage chimique procédé. Si l'on regarde en microscopie électronique les superbes structures des diatomées, on peut mettre en évidence une structure poreuse sur plusieurs échelles de taille allant de quelques microns à quelques nanomètres, c'est-à-dire un facteur 1000. Les matériaux du vivant non seulement utilisent l'hybridation organo-minérale, mais aussi présentent des structures hiérarchiques et multifonctionnelles, et c'est au travers de couplages chimiques procédés astucieux et maîtrisés que l'on va pouvoir élaborer des matériaux hybrides multi-échelles. En voici rapidement quelques exemples. Le premier concerne le couplage entre des réactions de polymérisation de précurseurs hybrides, des microémulsions eau-huile et des empreintes moléculaires formées par les micelles de tensioactifs. Ce couplage entre chimie des matériaux hybrides, matière molle et procédés permet d'élaborer des mousses hybrides à structure hiérarchique avec des fonctionnalités facilement ajustables via le choix de la fonction organique portée par le précurseur. Ces structures poreuses multimodales présentent d'autres avantages, en particulier dans des applications en catalyse et biocatalyse, adsorption et séparation, car elles permettent d'améliorer les régimes de diffusion et de confinement associés aux différentes tailles de pores. La présence de macropores relaxe les contraintes diffusionnelles, permettant un accès plus facile au site actif et minimise les phénomènes d'obstruction par les réactifs ou les produits formés. La présence de nanopores procure à la fois une grande interface, facilitant les interactions réseau-hôte molécules invitées, et la sélectivité de taille et de forme aux molécules invitées. D'autres approches permettant d'élaborer des matériaux à structure hiérarchique concernent l'utilisation de stratégies bio-inspirées, celles qui donnent naissance aux matériaux hybrides poreux couplés. On couple donc ces stratégies avec des procédés aérosols, des procédés de type impression jet d'encre ou d'extrusion. En effet, cette chimie couplée avec des procédés aérosols permet l'obtention d'une grande variété de catalyseurs. La taille de la bille poreuse est ajustable de 100 nanomètres à 10 microns et sa structure interne présente une nanoporosité fonctionnalisable et ajustable dans un domaine de 2 à 10 nanomètres. L'élaboration de multicapteurs hybrides peut être réalisée par impression jet d'encre. On peut réaliser le dépôt matriciel de plots mésoporeux possédant des nanoporosités internes, accessibles et fonctionnalisables sur mesure.
L'extrusion électroassistée est un autre exemple qui permet la formation de fibres microniques creuses et dont les murs ont des porosités nanométriques. Mais je souhaiterais vous décrire un tout petit peu plus en détail un exemple qui met bien en évidence l'importance du couplage entre la chimie et le procédé. Cet exemple concerne le dépôt de films minces mésoporeux par trempage-retrait d'un support dans une solution diluée contenant des tensioactifs et des précurseurs de phase minérale. Ceci est un schéma simplifié du montage expérimental. Voilà. Donc ceci est un schéma simplifié du montage expérimental. Donc les variations d'épaisseur et le séchage du film sont suivis via l'analyse des franges d'interférence, alors que les rayons X sous faisceau synchrotron vont permettre d'analyser en temps réel la structure des mésophases hybrides qui apparaissent. Une expérience type se déroule ainsi. En fait, ce que vous voyez, ce sont donc les franges d'interférence tant que le film sèche. Donc le film est sèche, donc là le film est asséché, vous n'obtenez aucune organisation. Et c'est dans cette phase sèche, cristal liquide, que vous voyez apparaître un premier anneau, puis ensuite des taches de diffraction indiquant la formation d'une véritable structure organisée du type cubique. Donc je vous le refais parce que c'était peut-être un petit peu rapide. Donc le film est en train de sécher. Pendant le séchage, il n'y a pas d'organisation. C'est après le séchage qu'arrive une première organisation, suivie en fait de la formation de cette phase qui est cubique dans le cas présent, parfaitement bien organisée. Donc en fait, ici, je résume très rapidement les schémas suivants d'une manière en fait très simplifiée les différentes étapes de la formation du matériau. Drainage donc et évaporation dans un premier temps, concentration et formation des premières micelles, fin du processus d'évaporation, séchage du film et apparition de la corrélation intermicellaire, extension de la condensation minérale et formation d'une phase cristal liquide, hybride de structure cubique dans le cas présent. Lavage et traitement complémentaires conduisent à l'obtention du film nanoporeux à porosité organisée. Ces différents processus, formation des micelles, polymérisation minérale, méso-organisation, doivent être maîtrisés simultanément. Ils dépendent à la fois des paramètres chimiques et physiques et des paramètres associés au processus d'élaboration et donc au procédé. Bien entendu, ce sont de telles expériences de suivi in situ qui permettent de comprendre les mécanismes de formation de ces systèmes complexes et d'en réaliser la synthèse avec reproductibilité. Cet exemple vous démontre l'importance, une fois de plus, de l'utilisation de méthodes physiques de caractérisation performantes pour mieux comprendre les systèmes complexes et maîtriser leur construction. Les techniques de caractérisation nécessitent certes de forts investissements pour leur développement, mais elles sont incontournables pour permettre d'avancer sur le chemin de la connaissance. Regardez par exemple la beauté de ces fibres de silice hybride hélicoïdales mésoporeuses visualisées par microscopie électronique en transmission. Ces fibres hybrides sont fonctionnalisées via le greffage de groupements organiques porteurs de fonctions thiol, notées SH pour soufre et hydrogène. Après imprégnation d'un sel d'or dans la fibre, ces fonctions thiol qui ont une bonne affinité pour les particules d'or vont servir en fait de centre de nucléation pour former des nanoparticules d'or. Le matériau obtenu est coloré en rouge-violet car la résonance placement des nanoparticules d'or obtenues crée une forte absorption dans le spectre visible. Sur le cliché de microscopie électronique en transmission, conventionnelle en 2D, vous distinguez quelques particules d'or, mais vous les voyez difficilement. Mais où sont-elles exactement localisées? En surface des fibres, au sein de la porosité? Sont-elles dispersées ou ont-elles partiellement coalescé après les différents traitements que la fibre a subis? La microscopie électronique en mode tomographique en 3 dimensions, couplée à l'analyse chimique des éléments, le silicium étant gris et l'or étant violet, avec une résolution à l'échelle de quelques nanomètres, vous permet d'accéder au sein même de la fibre et d'imager la localisation, l'état de dispersion ou d'agrégation, la répartition des nanoparticules d'or. Ces techniques, dont la résolution associée à l'analyse élémentaire s'améliore continuellement, deviennent absolument incontournables. J'ai donné quelques exemples d'applications au cours de cet exposé, mais je souhaite passer un tout petit peu de temps pour résumer quels sont aujourd'hui les domaines d'application couverts par les matériaux hybrides. En termes d'application, certains hybrides ou nanocomposites organominéraux sont au niveau du développement de prototypes et d'autres sont déjà commercialisés. Leur nombre ne cesse de croître et les quelques exemples que je vais vous montrer très rapidement ne représentent qu'une toute petite partie du sommet de l'iceberg. Dans le domaine de l'automobile,
des nanocomposites hybrides sont incorporés dans les pneus verts, dans les systèmes de protection et des renforts, les structures allégées, ce qui permet d'optimiser les performances énergétiques des véhicules et donc de diminuer leur consommation. Les matériaux hybrides ont également pénétré les domaines du textile, de l'emballage, de la construction et de l'isolation thermique et phonique. Les hybrides inondent les domaines de la micro-optique et microélectronique ainsi que ceux de la photonique. Leur utilisation comme couche diélectrique isolant, formateur de nanostructures, a largement débuté. Circuits imprimés, micro-lentilles, guides d'ondes, cristaux photoniques, miroirs pour cavités laser ne sont que quelques exemples de leur utilisation. Les matériaux hybrides sont déjà très utilisés dans l'élaboration de revêtements fonctionnels, anti-corrosion, anti-salissure, anti-rayures, auto-nettoyants, décoration, anti-reflets. Certains hybrides sont même en émergence dans le domaine de l'énergie, sous la forme de piles flexibles, cellules photovoltaïques hybrides, membranes pour piles à combustible. Les sciences environnementales bénéficient de la mise au point de matériaux hybrides dans des domaines comme ceux concernant les capteurs et biocapteurs, la catalyse et la biocatalyse, la séparation, les membranes sélectives. Dans le domaine des applications médicales et de la cosmétique, les hybrides sont développés dans les implants et ciments dentaires, les soins et la protection du cheveu et de la peau, les prothèses, l'imagerie et les vecteurs thérapeutiques. En effet, un domaine intéressant scientifiquement et très important du point de vue sociétal est celui des nanosondes et des nanovecteurs pour les applications biomédicales. En particulier, les vecteurs hybrides intelligents sont très prometteurs dans les domaines de l'imagerie magnétique ou optique, des soins et du traitement local des tumeurs. L'imagerie in vivo par fluorescence est de plus en plus utilisée, mais présente cependant un certain nombre de limitations. Ces limitations sont dues en particulier à l'autoluminescence des tissus lorsqu'ils sont excités par une source de lumière externe, ce qui entraîne un signal bruité et donc une détection difficile. D'autre part, l'analyse des tissus plus profonds est rendue très délicate par la pénétration des lumières de faible longueur d'onde, visibles et proches infrarouges. L'exemple suivant, développé au sein de notre UMR, concerne la synthèse et l'utilisation de nanoparticules hybrides à luminescence persistante pour l'imagerie du petit animal. La luminescence retardée est un mode d'imagerie particulièrement intéressant car le vecteur peut être préexcité avant injection, ce qui permet d'éviter les désavantages des sons de luminescence par excitation directe. Le cœur de la nanoparticule est constitué d'un silicate multicomposant contenant des cations manganèses émetteurs de lumière, mais dont la luminescence peut être maintenue au-delà d'une heure après excitation, et ceci grâce à la création de pièges induits par le dopage du matériau par des ions lanthanides. La composition du cœur minéral permet également d'ajuster sa luminescence vers le domaine infrarouge à des longueurs d'onde en bonne adéquation avec la zone de transparence des tissus. La dispersion colloïdale est préexcitée avant injection et sa luminescence persiste pendant un temps suffisant pour enregistrer des images. Les particules sont hybridées en surface par le greffage de différentes molécules, organiques ou polymères, et selon la nature et la charge des molécules sélectionnées, cationiques, anioniques ou pégylées, eh bien, la distribution des luminophores hybrides se fera dans un organe en particulier, le poumon ou le foie par exemple. En particulier, le greffage en surface d'oligomères du polyéthylène glycol, polymère très hydrophile, permet d'augmenter le temps de vie de la sonde dans le système circulatoire sanguin, et donc le phénomène de phagocytose par les macrophages du système immunitaire étant ainsi atténué, une image plus globale de l'animal peut être réalisée, ce qui permet de détecter les zones fortement vascularisées et donc de localiser certaines tumeurs. La recherche actuelle se mobilise fortement sur la construction de vecteurs thérapeutiques hybrides, furtifs, possédant des fonctions de ciblage et de pénétration pour augmenter leur sélectivité. Certains vecteurs sont utilisés pour l'imagerie RMN ou optique via la présence de sondes magnétiques ou luminescentes. D'autres permettent de détruire les cellules malignes via l'activation par des rayonnements du type rayons X ou laser, ou par hyperthermie magnétique ou plasmonique. Ces vecteurs hybrides doivent être également capables de délivrer un principe actif ou un médicament permettant la destruction chimique de la cellule cancéreuse. Aujourd'hui, en recherche amont, et tout comme de nombreuses équipes qui sont sans doute dans la salle, nous étudions les possibilités offertes par les nanocargos poreux hybrides et fonctionnalisés qui doivent permettre de coupler ciblage, furtivité, imagerie, radiothérapie ciblée, traitement thermique et chimique. Dans le futur, un seul vecteur intelligent présentera ce large ensemble de fonctionnalités. Mais le domaine dans lequel l'imagination du chimiste doit le plus s'exprimer concerne le ciblage optimisé et le largage contrôlé de principes actifs au moyen de la mise en place de nanoportes, de nanovalves stimulables
dont l'ouverture contrôlée permettra de distribuer au moment choisi les médicaments présents dans les nombreux nanopores. Ces pores, dont le diamètre est de 2 à 5 nanomètres, peuvent être momentanément obstrués par des polymères ou des nanoparticules biocompatibles ou des nanovalves basées sur des assemblages supramoléculaires, du type rotaxane par exemple. L'ouverture de ces nanovalves et le relargage du médicament peut être réalisé via différents modes de stipulation, tels qu'une variation locale du pH ou de l'acidité, une variation de la température, une coupure de liaison qui peut être photoactivée, chimiquement activée, biochimiquement activée. Ce schéma simpliste illustre mon propos. Dans une première étape, les nanocorgoporeux sont synthétisés et fonctionnalisés avec une clé chimique adaptée aux nanoportes. Puis ensuite, cette clé chimique, dans une seconde étape, le médicament est chargé et la nanoporte est fermée. Puis, par une variation de l'acidité du milieu, la nanoporte s'ouvre et le principe actif est distribué. Il ne fait aucun doute que les vecteurs thérapeutiques hybrides multifonctionnels élaborés sur mesure permettront de grandes avancées dans le domaine biomédical et en particulier dans le traitement de certains cancers. Grâce à l'impact des communautés de chimistes et de physiciens de la dernière décennie, aujourd'hui le contrôle de la composition, de la structure et de la morphologie des objets à l'échelle nanométrique est arrivé à un bon degré de maturité. L'un des grands défis, vous l'avez vu illustré à plusieurs moments dans cette leçon, concerne l'élaboration de matériaux bio-inspirés présentant des structures hiérarchiques dans lesquelles nous serions capables de positionner précisément avec systématique des fonctionnalités différentes aux différentes échelles. Des architectures membranaires, hybrides, à porosité hiérarchique telles que celles montrées sur la diapositive, peuvent par exemple être simplement obtenues en combinant l'agrégation de nanoparticules hybrides et le brouillard de gouttelettes d'eau formé lors de l'évaporation d'un solvant. L'agrégation des nanoparticules hybrides de taille calibrée mais de composition variée, oxydes, métaux, quantum dots, permet de contrôler la structure à l'échelle nanométrique. C'est ce que vous voyez en fait dans les murs. En fait, vous avez des structures de ce type. Ces agrégats constituent donc les murs entourant les macropores. Par contre, l'empaquetement ordonné des gouttes d'eau, lui, génère une empreinte macroporeuse à l'échelle du micron que vous voyez sur les deux clichés de microscopie électronique. Ce gabarit microstructuré, formé par le réseau de gouttes d'eau, résulte du couplage entre l'effet thermocapillaire et les phénomènes de convection de type parangonie. L'ensemble des stratégies couplant chimie douce, chimie supramoléculaire, hybridation organominérale ou biominérale, physicochimie au sens large avec ses composantes matière-molle et les études des processus dynamiques et diffusionnels, et l'ingénierie des procédés sont à la base d'un fort courant de recherche et de pensée qui donne naissance à une chimie dite intégrative. Cette chimie intégrative nourrit déjà une branche innovante de la science des matériaux, et je suis convaincu que ce domaine émergent et fortement multidisciplinaire ira bien au-delà d'une simple intégration, bien au-delà d'une simple somme, aussi bien au niveau des architectures accessibles que des propriétés et des applications résultantes. Dans le futur, cette école de pensée rendra accessible d'inaccessibles étoiles. Sera-t-on capable de développer une chimie non linéaire des matériaux en utilisant ou piégeant des structures dissipatives, en élaborant avec plus de systématique et de rigueur des matériaux hybrides en système ouvert? Cette véritable morphogénèse chimique des matériaux prend sa source dans les travaux de Turing et de Darcy Thompson, s'appuie sur les avancées faites dans la physicochimie des systèmes complexes par nos collègues belges, bordelais et parisiens. Elle doit nous permettre de construire des matériaux hybrides encore plus originaux, autoréparables et pourquoi pas un jour autoréplicables. Je souhaite vous avoir convaincu non seulement du côté ludique de la chimie, mais aussi du fait que le domaine scientifique nommé chimie des matériaux hybrides représente aussi bien au niveau fondamental qu'appliqué une véritable corne d'abondance nourrie par l'imagination et la créativité des chimistes. Certains sujets d'avenir, en particulier ceux qui visent à développer une chimie non linéaire pour la construction de nouveaux matériaux hybrides, font partie de ce que l'on appelle la recherche à risque. À risque certes, mais passionnant et permettant de nouvelles aventures scientifiques. Le voyage scientifique, c'est parcourir les routes de la science, loin des autoroutes, en empruntant les chemins buissonniers, sans feuilles, oui, mais sans feuilles de route, sans jalons, avec des doutes à chaque carrefour, car c'est bien sur le doute que se fonde la pensée scientifique. Le doute est une force motrice, d'autant plus que les mécanismes de construction des matériaux et systèmes hybrides multi-échelles sont complexes. Dans la complexité, il y a souvent plusieurs vérités, et toutes sont nécessaires. En écho à ces quelques mots, je souhaiterais citer ce texte du grand biologiste François Jacob, texte qui me semble parfaitement exprimer la conception de la science partagée par un certain nombre d'entre nous. L'imprévisible est dans la nature même de l'entreprise scientifique. Si ce que l'on va trouver est vraiment nouveau, alors c'est par définition quelque chose d'inconnu à l'avance.
Albert Einstein disait « Dans un monde où tout s'accélère, le temps a anéanti l'espace. » Et c'est un peu le sentiment qui m'habite. Notre espace créatif se confine. Et comme notre monde professionnel et relationnel n'est pas nanométrique, nous sommes dans un monde qui se fige, géré par de nombreux contrôleurs et indicateurs. Pour finir, et puisque nous vivons dans une société soumise aux indicateurs de toutes sortes, je prendrai la liberté de proposer un nouvel indicateur 3H. Je vous rassure, cet indicateur n'est pas radioactif et n'a rien à voir avec l'isotope de l'hydrogène nommé tritium. Le premier H pour humanisme, en hommage à Guillaume Budet, qui en 1530 participa très activement à la création du Collège des lecteurs royaux, le futur Collège de France. Le second H pour humilité. L'humilité est, de mon point de vue, une qualité importante, en science également. Le bleu Maya est un matériau hybride. Les Mayas élaboraient déjà des hybrides en insérant des colorants, comme le bleu indigo, dans des argiles telles que la palygorskite. L'hybride résultant se caractérise par une forte coloration bleue, mais surtout, cette coloration présente une meilleure stabilité aux agressions climatiques, telles que les températures et humidité élevées. La coque minérale protège la molécule organique très colorée mais fragile. C'est pourquoi de nombreuses fresques mayas, telles que celle du temple de Bonampak au Mexique, présentent des bleus relativement bien conservés. Les artistes mayas et leurs pigments au Xe siècle, les potiers chinois au 7e siècle lorsqu'ils élaboraient de fines porcelaines, les Grecs lorsqu'ils blanchissaient la laine et le linge plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, tous utilisaient des nanocomposites organominéraux obtenus par intégration de molécules organiques dans des argiles. Quelle leçon d'humilité pour les chercheurs qui, comme nous, travaillent depuis plus de 30 ans dans la thématique associée à la chimie des matériaux hybrides. Le troisième H va nous permettre de nous rapprocher de la fin de cette première leçon sur une note d'humour, et pour cela, je souhaiterais citer Boris Cyrulnik. Chaque publication scientifique ne sert qu'à poser une dizaine de questions. Chaque découverte scientifique est passionnante parce qu'elle ouvre un univers de questions. Si les questions vous angoissent, ne soyez pas scientifique. Nous sommes en 2011, année internationale de la chimie. Les chimistes, qui sont de mon point de vue à la fois les architectes mais aussi les maçons de la matière, ne sont pas angoissés. Je suis très optimiste. Grâce à notre volonté et nos recherches, Isaac Newton pourrait dire aujourd'hui « Les hommes sont assez mûrs pour construire de nombreux ponts ». Il est vrai qu'un optimiste peut se tromper, mais c'est souvent lui qui a raison. L'aventure qui m'a amené aujourd'hui jusqu'ici n'a été possible que grâce au soutien affectueux et sans faille de mes amis et de mes proches, ma conjointe Anne-Marie et mes fils Thomas, Mathieu et Stéphane, qui ont su accepter un père de famille passionné par la chimie, mais parfois quelque peu distrait et rêveur. Mes parents et ma sœur, qui, fuyant le franquisme, m'ont guidé dès ma naissance en France et ont su me motiver pour faire un investissement fructueux dans l'école de la République. C'est sans doute ce métissage culturel un peu prématuré qui m'a fait m'intéresser avec passion à la chimie des matériaux et des systèmes hybrides. Je ne saurais terminer cette leçon sans remercier les nombreux chercheurs, collègues et étudiants qui font ou ont fait partie du laboratoire et de l'équipe que j'anime. Je les remercie très chaleureusement pour leurs compétences, leurs efforts collectifs, pour le partage d'une soif d'aventure scientifique permanente et pour de nombreux moments d'amicale complicité. Je remercie également tous les collègues avec lesquels j'ai eu le plaisir et la chance de collaborer au niveau national et international. Chers confrères et collègues, chers amis, mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre attention.